Cher Mr. James, vous, qui avez fait votre carrière en tant qu'enseignant en informatique, dans un organisme de formation professionnelle de renommée internationale, pouvez-vous nous décrire en quelques mots, le rôle des protocoles de couche liaison de données dans la transmission des données? Bonjour, mes amis. Est-ce que tout bagne? C'était quoi encore, la question? Ah oui. Le rôle des protocoles de couche liaison de données dans la transmission des données. Écoutez. Ce n'est vraiment pas compliqué. Le rôle des protocoles de couche liaison de données dans la transmission des données est comparable à celui d'un centre de tri à la poste. Eh oui. Pour que le facteur reçoive seulement les lettres qui doivent être distribuées dans son secteur, elles doivent être préalablement triées, et le rôle des protocoles de couche liaison de données est justement d'effectuer ce tri préalable. À moins, bien sûr, que je me suis trompé, ce qui est tout à fait possible. Personne n'est parfait, n'est-ce pas? De toute façon, votre formatrice va vous expliquer tous les détails de ces fameux protocoles, et vous verrez bien, si je me suis encore planté ou pas. Salut les gars. Sur ce je vous laisse. Je dois préparer mes vacances et l'heure de la sieste approche. Couche liaison de données. Présentation du chapitre. Pour permettre aux utilisateurs de communiquer, le modèle OSI divise les fonctions d'un réseau de données en couches. Pour récapituler, la couche application fournit une interface à l'utilisateur. La couche transport a pour fonction de diviser et de gérer les communications entre les processus, s'exécutant sur les deux systèmes d'extrémité. Les protocoles de couche réseau organisent les données de communication, de sorte qu'elles puissent voyager à travers les interréseaux de l'autre source vers un hôte de destination. Pour que les paquets de couche réseau soient transportés de l'autre source à l'hôte de destination, ils doivent traverser différents réseaux physiques. Ces réseaux physiques peuvent consister en différents types de supports physiques, tels que des fils de cuivre, des micro-ondes, des fibres optiques et des liaisons satellites. Les paquets de couche réseau ne sont pas en mesure d'accéder directement à ces différents supports. Le rôle de la couche liaison de données OSI est de préparer les paquets de couche réseau pour être transmis, et de contrôler l'accès aux supports physiques. Ce chapitre présente les fonctions générales de la couche liaison de données et des protocoles qui lui sont associés. Objectif pédagogique. À l'issue de ce chapitre, vous serez en mesure d'effectuer les tâches suivantes. De décrire le rôle des protocoles de couche liaison de données dans la transmission des données. De décrire comment la couche liaison de données prépare les données à être transmises sur le support du réseau. De décrire les différents types de méthodes de contrôle d'accès au support. D'identifier plusieurs topologies réseau logiques courantes, et de décrire comment la topologie logique détermine la méthode de contrôle d'accès au support d'un réseau donné. D'expliquer le but de l'encapsulation des paquets en trame pour permettre l'accès au support. De décrire la structure de trame de la couche 2, et d'identifier les champs génériques. De décrire le rôle des principaux champs d'entête et de queue de bande de trame, y compris l'adressage, la qualité de service, le type de protocole et la séquence de contrôle de trame. Couche liaison de données, service de couche supérieure, prise en charge et connexion. La couche liaison de données permet d'échanger des données via un support local commun. La couche liaison de données assure deux services de base. Elle permet aux couches supérieures d'accéder au support par des techniques, telles que le verrouillage de trame. Elle contrôle la manière dont les données sont placées sur les supports, et reçues des supports par des techniques, telles que le contrôle d'accès au support, et la détection des erreurs. Tout comme pour chacune des couches OSI, il existe des termes spécifiques à cette couche, trame, l'unité de données de protocole, ou PDU, de la couche liaison de données. La dénomination, vis-à-vis de la couche 2, des périphériques réseau connectés à un support commun. Support, physique, le média permettant de procéder au transfert des informations entre deux nœuds. Réseau, physique, deux nœuds plus connectés à un support commun. La couche liaison de données responsable de l'échange des trames entre les nœuds via les supports d'un réseau physique. Il est important de comprendre la signification du terme support dans le contexte de ce chapitre. Dans ce contexte, ce terme se réfère au matériel qui transporte les signaux représentant les données transmises.
Un support est le câble de cuivre, la fibre optique ou l'air à travers lequel voyagent les signaux. Dans ce chapitre, le terme support n'est pas lié à la programmation de contenu, par exemple, audio, images, télévision et vidéo, en question lorsqu'il est fait référence au contenu numérique et au multimédia. Un réseau physique diffère d'un réseau logique. Les réseaux logiques sont définis au niveau de la couche réseau par l'organisation du système d'adressage hiérarchique. Les réseaux physiques représentent l'interconnexion des périphériques sur un support commun. Un réseau physique est parfois également nommé segment de réseau. Accès des couches supérieures au support. Comme nous l'avons vu, un modèle de réseau permet à chaque couche d'opérer en se souciant au minimum du rôle des autres couches. La couche liaison de données se charge à la place des couches supérieures de transmettre et de recevoir les données depuis et sur le réseau. Cette couche fournit des services permettant de prendre en charge les processus de communication de chaque support à travers lequel les données doivent être transmises. Un échange de paquets de couches réseau peut impliquer de nombreuses transitions de support et de couches liaison de données. Au niveau de chaque tronçon le long du chemin, un périphérique intermédiaire, en général, un routeur, accepte une trame d'un support, décapsule la trame, puis transmet le paquet dans une nouvelle trame correspondant au support de ce segment du réseau physique. Imaginons une conversation de données entre deux hôtes distants, par exemple, un ordinateur situé à Paris conversant avec un serveur Internet situé au Japon. Bien que les deux hôtes puissent communiquer avec leur protocole de couche réseau homologue, par exemple, IP, de nombreux protocoles de couche liaison de données, sont probablement utilisés pour transporter les paquets IP via divers types de réseaux locaux étendus. Cet échange de paquets entre deux hôtes nécessite qu'il existe une diversité de protocoles au niveau de la couche liaison de données. Chaque transition effectuée au niveau d'un routeur peut nécessiter un protocole de couche liaison de données différente en vue du transport sur un nouveau support. Dans la figure, chaque liaison établie entre les périphériques utilise un support différent. Une liaison Ethernet peut être établie entre le PC et le routeur. Les routeurs sont connectés via une liaison satellite, et l'ordinateur portable est connecté au dernier routeur via une liaison sans fil. Dans cet exemple, pendant son voyage du PC vers l'ordinateur portable, un paquet IP est encapsulé en une trame Ethernet, décapsulé, traité, puis encapsulé en une nouvelle trame de liaison de données pour traverser la liaison satellite. Pour la dernière liaison, le paquet utilise une trame de liaison de données sans fil du routeur vers l'ordinateur portable. La couche liaison de données assure efficacement l'indépendance entre le processus de communication des couches supérieures et les changements de support successifs, s'effectuant d'un bout à l'autre de la communication. Un paquet reçu d'un protocole de couche supérieure est orienté vers un protocole de couche supérieure, dans ce cas, IPv4 ou IPv6, qui n'a pas besoin de savoir quel support sera utilisé par la communication. Sans la couche liaison de données, un protocole de couche réseau, par exemple, IP, devrait prévoir d'établir une connexion à chaque type de support pouvant figurer le long d'un chemin de livraison. En outre, le protocole IP devrait s'adapter à chaque développement d'une nouvelle technologie de réseau ou d'un nouveau support. Ce processus ferait obstacle à l'innovation et au développement de protocoles et de supports de réseau. Ceci est l'une des raisons majeures de l'approche en couche appliquée au réseau. La gamme des services de couche liaison de données doit comprendre tous les types de supports actuellement utilisés et les méthodes d'accès à ces supports. En raison du nombre de services de communication fournis par la couche liaison de données, il est difficile de généraliser le rôle de ces services et de fournir des exemples d'un ensemble générique de services. Pour cette raison, un protocole donné peut prendre en charge ou ne pas prendre en charge ces services de couche liaison de données. Couche liaison de données, contrôle du transfert sur les supports locaux. Les protocoles de couche spécifient l'encapsulation d'un paquet en une trame, et les techniques permettant de placer le paquet encapsulé sur chaque support et de le récupérer. La technique utilisée pour placer la trame sur les supports, et la récupérer des supports, est nommée méthode de contrôle d'accès au support. Pour que les données soient transférées à travers plusieurs supports différents, différentes méthodes de contrôle d'accès au support peuvent être requises au cours d'une même communication. Chaque environnement réseau que les paquets rencontrent alors qu'ils voyagent d'un hôte local à un hôte distant peut présenter différentes caractéristiques. Par exemple, un environnement réseau peut être composé de plusieurs hôtes en concurrence en vue d'obtenir, via un système adapté, l'accès au support réseau. Un autre environnement peut consister uniquement en une connexion directe entre deux périphériques via lesquels les données
circulent sous forme d'une suite organisée de bits. Les méthodes de contrôle d'accès au support décrits par les protocoles de couche liaison de données définissent les processus qui permettent au périphérique réseau d'accéder au support du réseau et de transmettre des trames dans divers environnements réseau. Un nœud constituant un périphérique final utilise un adaptateur pour établir la connexion au réseau. Par exemple, pour se connecter à un réseau local, le périphérique utiliserait la carte réseau appropriée, afin d'établir une connexion au support de ce réseau. L'adaptateur gère le verrouillage de trame, et le contrôle d'accès au support. Au niveau des périphériques intermédiaires tels qu'un routeur, où le type de support peut différer selon chaque réseau connecté, différentes interfaces physiques sur le routeur sont utilisées pour encapsuler le paquet dans la trame appropriée, et une méthode adéquate de contrôle d'accès au support est utilisée pour accéder à chaque liaison. Le routeur présenté dans la figure comporte une interface Ethernet pour se connecter au réseau local, et une interface série pour se connecter au réseau étendu. Pour traiter les trames, le routeur utilise des services de couche liaison de données, afin de recevoir la trame d'un support, de décapsuler cette trame dans l'unité de données de protocole de la couche 3, de réencapsuler l'unité de données de protocole dans une nouvelle trame, et de placer la trame sur le support de la liaison suivante du réseau. Couche liaison de données, création d'une trame. La description d'une trame est un élément clé de chaque protocole de couche liaison de données. Pour fonctionner, les protocoles de couche liaison de données nécessitent des informations de contrôle. Ces informations de contrôle peuvent indiquer qu'elles ne sont en communication, à quel moment commence et prend fin une communication entre des nœuds individuels, quelles erreurs se sont produites pendant que les nœuds communiquaient, qu'elles ne vont communiquer prochainement. La couche liaison de données prépare un paquet pour le transport à travers les supports locaux en l'encapsulant avec un en-tête et une queue de bande pour créer une trame. Contrairement aux autres unités de données de protocole décrites dans ce cours, la trame de couche liaison de données comprend des données, le paquet de la couche réseau. Un en-tête contient des informations de contrôle telles que l'adressage est situé au début de l'unité de données de protocole. Une queue de bande contient des informations de contrôle ajoutées à la fin de l'unité de données de protocole. Formatage des données à transmettre. Lorsque les données voyagent sur les supports, elles sont converties en un flux de bits, ou d'un et de zéros. Si un nœud reçoit de longs flux de bits, comment détermine-t-il l'endroit où commence et prend fin une trame, ou quel bit représente l'adresse? Le verrouillage de trame divise le flux en regroupements déchiffrables, des informations de contrôle étant insérées dans l'en-tête, et dans la queue de bande en tant que valeurs situées dans différents champs. Ce format attribue aux signaux physiques une structure pouvant être reçue par les nœuds, et décodée en paquets au niveau de la destination. Les types de champs standards incluent champ d'indicateur de début et de fin, les limites de début et de fin de la trame. Champ de nom d'adressage. Champ de type, le type d'unité de données de protocole contenu dans la trame. Qualité, champ de contrôle. Un champ de données, les données utiles de la trame, paquet de couche réseau. Les champs situés à la fin de la trame constituent la queue de bande. Ces champs sont utilisés pour la détection des erreurs, et marquent la fin de la trame. Tous les protocoles n'incluent pas tous ces champs. Les normes d'un protocole de liaison de données spécifique définissent le format de trame réel. Des exemples de formats de trame sont abordés à la fin de ce chapitre. Couche liaison de données, connexion des services de couche supérieure au support. La couche liaison de données existe en tant que couche de connexion entre les processus logiciels des couches situées au-dessus, et de la couche physique située en dessous. En tant que telle, elle prépare les paquets de couches réseau à être transmis sur un certain type de support, cuivre, fibre ou air. Dans de nombreux cas, la couche liaison de données prend forme en tant qu'entité physique, par exemple, une carte réseau, NIC, Ethernet, qui s'insère dans le bus système d'un ordinateur, et établit la connexion entre les processus logiciels en cours d'exécution sur l'ordinateur et les supports physiques. Cependant, la carte réseau n'est pas qu'une simple entité physique.
Les logiciels associés à la carte réseau lui permettent d'exécuter ces fonctions intermédiaires, qui consistent à préparer les données à transmettre, et à coder les données sous forme de signaux à envoyer sur les supports associés. Sous-couche liaison de données. Pour prendre en charge un large éventail de fonctions réseau, la couche liaison de données est souvent divisée en deux sous-couches, une sous-couche supérieure et une sous-couche inférieure. La sous-couche supérieure définit les processus logiciels, qui fournissent des services au protocole de couche réseau. La sous-couche inférieure définit les processus d'accès au support exécutés par le matériel. Diviser la couche liaison de données en sous-couches permet à un type de trame défini par la couche supérieure d'accéder à différents types de supports définis par la couche inférieure. Il en est ainsi avec de nombreuses technologies de réseau local, y compris Ethernet. Les deux sous-couches de réseau local courantes sont les suivantes. Contrôle de lien logique, LLC, Logical Link Control. La sous-couche LLC place les informations dans la trame qui indique quel protocole de couche réseau est utilisé pour la trame. Ces informations permettent à plusieurs protocoles de couche 3, par exemple, IP et IPX, d'utiliser la même interface réseau et les mêmes supports. Contrôle d'accès au support, MAC, Media Access Control. La sous-couche MAC assure l'adressage de couches liaison de données, et la délimitation des données en fonction des exigences de signalisation physique du support et du type de protocole de couche liaison de données utilisé. Couche liaison de données, norme. Contrairement au protocole des couches supérieures de la suite TCP/IP, les protocoles de couche liaison de données ne sont généralement pas définis par des RFC, Request for Comment. Bien que le groupe IETF, Internet Engineering Task Force, maintienne les protocoles et les services fonctionnels de la suite de protocoles TCP/IP dans les couches supérieures, il ne définit pas les fonctions et le fonctionnement de la couche d'accès réseau de ce modèle. La couche d'accès réseau TCP/IP est l'équivalent des couches liaison de données OSI et physique. Ces deux couches seront décrites plus en détail dans des chapitres distincts. Les protocoles et les services fonctionnels au niveau de la couche liaison de données sont décrits par des organismes d'ingénierie, par exemple, IEE, ANSI et ITU, et des sociétés du secteur des communications. Les organismes d'ingénierie définissent les normes et protocoles publics et ouverts. Les sociétés du secteur des communications peuvent définir et utiliser des protocoles propriétaires pour tirer parti des nouvelles avancées technologiques ou des opportunités commerciales. Les services et les spécifications de couches liaison de données sont définis par plusieurs normes reposant sur une variété de technologies et de supports, auxquels sont appliqués les protocoles. Certaines de ces normes intègrent les services de couche 1 et de couche 2. Les organismes d'ingénierie, qui définissent des normes et des protocoles ouverts s'appliquant à la couche liaison de données incluent Organisation internationale de normalisation, ISO. Institute of Electrical and Electronic Engineering, IEEE. ANSI, American National Standard Institute. Union internationale des télécommunications, UIT. Contrairement aux protocoles de couche supérieure, qui sont surtout mis en œuvre dans les logiciels, tels que le système d'exploitation haute, ou des applications spécifiques, les processus de couche liaison de données s'exécutent à la fois au niveau des logiciels et du matériel. Au niveau de cette couche, les protocoles sont mis en œuvre au sein des composants électroniques des adaptateurs réseau avec lesquels le périphérique se connecte au réseau physique. Par exemple, un périphérique mettant en œuvre la couche liaison de données sur un PC serait la carte réseau, NIC. Pour un ordinateur portable, un adaptateur PCMCIA sans fil est généralement utilisé. Chacun de ces adaptateurs constitue le matériel qui obéit aux normes et aux protocoles de couche 2. Placement des données sur les supports. Réguler le placement de trames de données sur les médias constitue l'opération désignée par le terme contrôle d'accès au support. Parmi les différentes mises en œuvre des protocoles de couche liaison de données, il existe différentes méthodes de contrôle d'accès au support. Ces techniques de contrôle d'accès au support indiquent si et comment les nœuds partagent les supports. Le contrôle d'accès au support est l'équivalent des règles de trafic régulant l'accès des véhicules à une autoroute. L'absence d'un contrôle d'accès au support serait comparable à des véhicules ignorant le trafic,
et accédant à la route sans se préoccuper des autres véhicules. Cependant, toutes les routes et tous les accès ne sont pas identiques. Un véhicule peut accéder à la route en se fondant dans la circulation, en attendant son tour à un stop, ou en obéissant à des feux de circulation. Le conducteur suit des règles différentes selon chaque type d'accès à la circulation. De même, il existe différentes manières de réguler le placement des trames sur les supports. Les protocoles opérant au niveau de la couche liaison de données définissent les règles d'accès aux différents supports. Certaines méthodes de contrôle d'accès au support utilisent des processus hautement contrôlés pour s'assurer que les trames sont placées sur les médias en toute sécurité. Ces méthodes sont définies par des protocoles sophistiqués, qui nécessitent des mécanismes à l'origine d'une surcharge sur le réseau. La méthode de contrôle d'accès au support dépend des facteurs suivants. Partage des supports, si et comment les nœuds partagent les supports. Topologie, comment la connexion établie entre les nœuds apparaît à la couche liaison de données. Contrôle d'accès au support pour les supports partagés. Certaines topologies réseau partagent un support commun avec plusieurs nœuds. À tout moment, des périphériques peuvent tenter d'envoyer et de recevoir des données à l'aide des supports de réseau. Il existe des règles qui régissent la manière dont ces périphériques partagent les supports. Deux méthodes élémentaires de contrôle d'accès au support sont utilisées pour les supports partagés. Accès contrôlé, chaque nœud dispose de son tour pour utiliser le support. Accès basé sur le conflit, tous les nœuds sont en concurrence pour utiliser le support. Accès contrôlé pour les supports partagés. Lorsque la méthode d'accès contrôlé est utilisée, les périphériques réseau accèdent tour à tour au support. Cette méthode est également appelée accès programmé ou déterministe. Si un périphérique n'a pas besoin d'accéder au support, l'opportunité d'utiliser le support est présentée au périphérique suivant attendant son tour. Lorsqu'un périphérique place une trame sur le support, aucun autre périphérique ne peut faire de même tant que la trame n'a pas atteint sa destination et n'a pas été traitée par celle-ci. Bien que la méthode d'accès contrôlé soit bien organisée et au fin débit prévisible, les méthodes déterministes peuvent être inefficaces, car les périphériques doivent attendre leur tour pour pouvoir utiliser le support. Accès basé sur le conflit pour les supports partagés. Également nommées non déterministes, les méthodes basées sur le conflit permettent à un périphérique d'essayer d'accéder au support chaque fois qu'il doit envoyer des données. Pour éviter que le chaos total ne règne sur les supports, ces méthodes utilisent un processus d'accès multiple avec écoute de porteuse, CSMA, pour d'abord détecter si le support véhicule un signal. Si un signal de porteuse issu d'un autre nœud et circulant sur le support est détecté, alors un autre périphérique est en train de transmettre des données. Lorsque le périphérique qui tente de transmettre des données constate que le support est occupé, il attend et essaie de nouveau au bout d'un court laps de temps. Si aucun signal porteur n'est détecté, le périphérique transmet ces données. Les réseaux Ethernet et sans fil utilisent un contrôle d'accès au support basé sur le conflit. Il est possible que le processus CSMA échoue et que deux périphériques transmettent des données en même temps. Ce scénario est nommé collision de données. S'il se produit, les données envoyées par les deux périphériques sont corrompues et doivent être envoyées de nouveau. Les méthodes de contrôle d'accès au support basées sur le conflit n'impliquent pas la surcharge provoquée par les méthodes d'accès contrôlé. Aucun mécanisme établissant quel périphérique en attente peut accéder au support n'est requis. Cependant, les systèmes d'accès basés sur le conflit évoluent mal lorsque les supports sont lourdement utilisés. À mesure que l'utilisation des supports s'intensifie et que le nombre de nœuds augmente, il est de moins en moins probable que l'accès au support s'effectue sans collision de données. En outre, les mécanismes de récupération nécessaires pour corriger les erreurs liées à ces collisions de données diminuent davantage le débit. Le processus CSMA est généralement mis en œuvre conjointement avec une méthode de résolution des conflits de support. Les deux méthodes couramment utilisées sont les suivantes. CSMA, CD. Avec la méthode CSMA, CD, le périphérique contrôle le support pour établir si celui-ci comporte un signal de données. Si aucun signal de données n'est détecté, à savoir si le support est libre, le périphérique transmet ces données. Si des signaux sont alors détectés, indiquant qu'un autre périphérique était au même moment en train de transmettre des données,
tous les périphériques arrêtent de transmettre leurs données et réessaient ultérieurement. Les formes traditionnelles d'Ethernet utilisent cette méthode. CSMA, SA. Avec la méthode CSMA, SA, le périphérique examine le support pour établir si celui-ci comporte un signal de données. Si le support est libre, le périphérique envoie une notification à travers le support pour indiquer son intention de l'utiliser. Le périphérique transmet alors ces données. Cette méthode est utilisée par les technologies de réseau sans fil 802.11. Contrôle d'accès au support pour les supports non partagés. Les protocoles de contrôle d'accès au support pour les supports non partagés nécessitent peu de contrôle ou n'en nécessitent aucun avant le placement des trames sur les supports. Ces protocoles comportent des règles et des procédures plus simples de contrôle d'accès au support. Il en va ainsi pour les topologies point à point. Dans les topologies point à point, le support n'interconnecte que deux nœuds. Dans cette approche, les nœuds n'ont pas besoin de partager le support avec d'autres hôtes, ou de déterminer si une trame est destinée à un nœud spécifique. Pour cette raison, les protocoles de couche liaison de données ont peu à faire pour contrôler l'accès au support non partagé. Bidirectionnel simultané et bidirectionnel non simultané. Dans les connexions point à point, la couche liaison de données doit déterminer si la communication est bidirectionnelle non simultanée ou bidirectionnelle simultanée. Dans une communication bidirectionnelle non simultanée, les périphériques peuvent à la fois transmettre et recevoir des données sur les supports mais pas simultanément. La norme Ethernet a choisi de traiter le cas d'un support non partagé bidirectionnel non simultané, comme le cas d'un support partagé. Dans une communication bidirectionnelle simultanée, les deux périphériques peuvent simultanément transmettre et recevoir des données sur les supports. La couche liaison de données considère que le support est à tout moment disponible pour les deux nœuds en vue d'une transmission de données. Pour cette raison, aucune règle d'arbitrage des supports n'est nécessaire au niveau de la couche liaison de données. Les détails d'une technique spécifique de contrôle d'accès au support ne peuvent être examinés que par l'étude d'un protocole particulier. Dans ce cours, nous étudierons le protocole Ethernet traditionnel, qui utilise la méthode CSMA-CD. D'autres techniques seront abordées dans des cours ultérieurs. Topologie logique et topologie physique. La topologie d'un réseau constitue l'organisation ou la relation des périphériques réseau, et les interconnexions existant entre eux. Les topologies réseau peuvent être observées au niveau physique et au niveau logique. La topologie physique constitue l'organisation des nœuds, et les connexions physiques établies entre eux. La représentation de la manière dont le support est utilisé pour interconnecter les périphériques est la topologie physique. Ces points seront traités dans des chapitres ultérieurs de ce cours. Une topologie logique constitue la manière dont un réseau transfère les trames d'un nœud à l'autre. Cette organisation consiste en connexions virtuelles établies entre les nœuds d'un réseau quel que soit leur agencement physique. Ces chemins de signaux logiques sont définis par les protocoles de couche liaison de données. La couche liaison de données voit la topologie logique d'un réseau lorsqu'elle contrôle l'accès des données au support. C'est la topologie logique qui influence le type de trame réseau et de contrôle d'accès au support utilisé. La topologie physique ou câblée d'un réseau diffère généralement de la topologie logique. La topologie logique d'un réseau est étroitement liée au mécanisme utilisé pour gérer l'accès au réseau. Les méthodes d'accès fournissent les procédures permettant de gérer l'accès au réseau, de sorte que toutes les stations de travail puissent accéder au réseau. Lorsque plusieurs entités partagent le même support, un mécanisme doit être mis en place pour contrôler l'accès à ce support. Les méthodes d'accès sont appliquées au réseau pour réguler l'accès au support. Ces méthodes seront décrites plus en détail par la suite. Les topologies logiques et physiques généralement utilisées dans les réseaux sont les suivantes. Point à point. Accès multiple. En anneau. Les mises en œuvre logiques de ces topologies, et les méthodes de contrôle d'accès au support, qui leur sont associées sont abordées dans les sections suivantes. Topologie point à point. Une topologie point à point connecte directement deux nœuds ensemble, comme l'illustre la figure. Dans les réseaux de données comportant des topologies point à point, le protocole de contrôle d'accès au support peut être très simple. Toutes les trames sur le support ne peuvent voyager que vers ou depuis les deux nœuds. Les trames sont placées sur le support par le nœud situé à une extrémité, et retirées du support par celui situé à l'autre extrémité du circuit point à point.
Dans des réseaux point à point, si le flux de données ne peut s'effectuer que dans une direction à la fois, il fonctionne comme une liaison bidirectionnelle non simultanée. Si les données peuvent circuler correctement à travers la liaison à partir de chaque nœud simultanément, il s'agit d'une liaison bidirectionnelle simultanée. Les protocoles de couche liaison de données pourraient fournir des processus plus sophistiqués de contrôle d'accès au support pour les topologies point à point logiques, mais ceci ne créerait qu'une surcharge de protocoles inutile. Réseau point à point logique. Les nœuds finaux communiquant dans un réseau point à point peuvent être physiquement connectés via des périphériques intermédiaires. Cependant, l'utilisation de périphériques physiques sur un réseau n'affecte pas la topologie logique. Comme l'illustre la figure, les nœuds source et de destination peuvent être indirectement connectés l'un à l'autre sur une distance géographique quelconque. Dans certains cas, la connexion logique établie entre les nœuds forme un circuit nommé circuit virtuel. Un circuit virtuel est une connexion logique établie au sein d'un réseau entre deux périphériques réseaux. Les deux nœuds situés aux extrémités du circuit virtuel s'échangent les trames. Ceci se produit même si les trames sont dirigées via des périphériques intermédiaires. Les circuits virtuels sont d'importants composants de communication logique qu'utilisent certaines technologies de couche 2. La méthode d'accès au support qu'utilise le protocole de liaison de données est déterminée par la topologie point à point logique et non pas par la topologie physique. Cela signifie que la connexion point à point logique établie entre deux nœuds peut ne pas être nécessairement établie entre deux nœuds physiques à chaque extrémité d'une liaison physique. Topologie d'accès multiple. Une topologie d'accès multiple permet à des nœuds de communiquer en utilisant le même support partagé. Les données uniquement issues d'un seul nœud peuvent être placées sur le support à tout moment. Chaque nœud aperçoit toutes les trames qui se trouvent sur le support, mais seul le nœud auquel la trame est destinée traite le contenu de cette trame. Lorsque de nombreux nœuds partagent un accès au support, une méthode de contrôle d'accès au support de liaison de données est nécessaire pour contrôler la transmission de données et réduire ainsi les collisions entre différents signaux. Les méthodes de contrôle d'accès au support utilisées par les topologies d'accès multiples logiques sont généralement les méthodes CSMA, CD ou CSMA, SA. Cependant, les méthodes de passage de jetons peuvent également être utilisées. Des techniques de contrôle d'accès au support sont disponibles pour ce type de topologie logique. Le protocole de couche liaison de données spécifie la méthode de contrôle d'accès au support allant correctement équilibrer contrôle de trame, protection de trame et surcharge de réseau. Topologie en anneau. Dans une topologie en anneau logique, chaque nœud reçoit une trame tour à tour. Si la trame n'est pas adressée au nœud, ce dernier la transmet au nœud suivant. Un anneau peut ainsi utiliser une technique de contrôle d'accès au support contrôlé appelée passage de jetons. Les nœuds d'une topologie en anneau logique suppriment la trame de l'anneau, examinent l'adresse et font suivre la trame, si elle n'est pas adressée à ce nœud. Dans un anneau, tous les nœuds situés autour de l'anneau entre les nœuds source et de destination examinent la trame. Plusieurs techniques de contrôle d'accès au support peuvent être utilisées avec un anneau logique. N'oubliez pas que la couche liaison de données voit une topologie en anneau logique. La topologie de câblage physique réel peut être une autre topologie. Protocole de couche liaison de données, trame. N'oubliez pas que même si de nombreux protocoles de couche liaison de données différents décrivent les trames de couche liaison de données, chaque type de trame comprend trois parties élémentaires. En tête, données, queue de bande. Tous les protocoles de couche liaison de données encapsulent l'unité de données de protocole de couche 3 dans le champ de données de la trame. Cependant, la structure de la trame et les champs contenus dans l'entête et dans la queue de bande varient selon le protocole. Le protocole de couche liaison de données décrit les fonctionnalités nécessaires au transport des paquets à travers différents supports. Ces fonctionnalités du protocole sont intégrées à l'encapsulation de la trame. Lorsque la trame arrive à destination, et que le protocole de liaison de données la retire du support, les informations de trame sont lues et supprimées. Il n'existe aucune structure de trame répondant aux besoins de tout le transport de données sur tous les types de supports. Comme illustré dans la figure, en fonction de l'environnement, la quantité d'informations de contrôle requises dans la trame varie selon les exigences du contrôle d'accès au support et de la topologie logique.
Trame, rôle de l'entête. Comme illustré dans la figure, l'entête de trame contient les informations de contrôle spécifiées par le protocole de couche liaison de données pour la topologie logique, et les supports spécifiques utilisés. Les informations de contrôle de trame sont propres à chaque type de protocole. Le protocole de couche les utilise pour fournir les fonctionnalités demandées par l'environnement. Les champs des entêtes de trame standard incluent champ de délimiteur de début de trame. Indique le début de la trame. Champ d'adresse source et de destination, indique les nœuds source et de destination sur les supports. Champ de priorité, qualité du service, indique un type particulier de service de communication pour le traitement. Champ de type, indique le service de couche supérieure contenu dans la trame. Champ de contrôle de connexion logique, permet d'établir une connexion logique entre des nœuds. Champ de contrôle de liaison physique, permet d'établir la liaison au support. Champ de contrôle de flux, permet de lancer et d'arrêter le trafic sur les supports. Champ de contrôle d'encombrement, indique l'encombrement sur les supports. Les noms ci-dessus sont des noms de champs non spécifiques servant d'exemple. Différents protocoles de couche liaison de données peuvent utiliser des champs différents de ceux mentionnés. Le but et les fonctions des protocoles de couche liaison de données étant liés aux topologies et aux supports spécifiques, il est nécessaire d'examiner chaque protocole pour acquérir une compréhension détaillée de sa structure de trame. À mesure que les protocoles sont décrits dans ce cours, plus d'informations sur la structure de trame seront fournies. Adressage, où va la trame? La couche liaison de données assure un adressage utilisé pour acheminer la trame à travers les supports locaux partagés. Au niveau de cette couche, les adresses de périphériques sont appelées adresses physiques. L'adressage de couche liaison de données est spécifié dans l'entête de trame, et indique le nœud de destination de trame sur le réseau local. L'entête de trame peut également contenir l'adresse source de la trame. Contrairement aux adresses logiques de couche 3, qui sont des adresses hiérarchiques, les adresses physiques n'indiquent pas le réseau sur lequel le périphérique se situe. Si le périphérique est déplacé vers un autre réseau ou sous-réseau, il opère encore avec la même adresse physique de couche 2. La trame n'étant utilisée que pour transporter les données entre les nœuds à travers les supports locaux, l'adresse de la couche liaison de données n'est utilisée que pour la livraison locale. Au niveau de cette couche, les adresses n'ont une signification que sur le réseau local. Comparons ce scénario à celui de la couche 3, où les adresses dans l'entête de paquets sont acheminées de l'autre source à l'autre de destination quel que soit le nombre de tronçons réseau figurant sur le chemin. Si le paquet dans la trame doit passer à un autre segment réseau, le périphérique intermédiaire, un routeur, décapsule la trame d'origine, crée une nouvelle trame pour le paquet, puis l'envoie vers le nouveau segment. La nouvelle trame utilise l'adressage source et de destination selon les besoins pour transporter le paquet à travers le nouveau support. Exigences d'adressage au niveau de cette couche. Les exigences liées à l'adressage de couche liaison de données dépendent de la topologie logique. Les topologies point à point, avec simplement deux nœuds interconnectés, ne nécessitent pas d'adressage. Une fois sur le support, la trame ne peut se rendre qu'à un seul emplacement. Les topologies en anneaux et d'accès multiples, pouvant connecter de nombreux nœuds sur un même support, nécessitent un adressage. Lorsqu'une trame atteint chaque nœud de la topologie, le nœud examine l'adresse de destination indiquée dans l'entête pour déterminer si elle constitue la destination de la trame. Trame, rôle de la queue de bande. Les protocoles de couche liaison de données ajoutent une queue de bande à la fin de chaque trame. La queue de bande permet de déterminer si la trame est arrivée sans erreur. Ce processus est nommé détection des erreurs. Notez qu'il ne s'agit pas du processus de correction d'erreurs. La détection d'erreurs s'effectue par le placement d'un résumé logique ou mathématique des bits, qui constitue la trame dans la queue de bande. Séquence de contrôle de trame. Le champ de séquence de contrôle de trame permet de déterminer si des erreurs se sont produites lors de la transmission et de la réception de la trame. Le processus de détection d'erreurs est ajouté à la couche liaison de données, car il s'agit de la couche au niveau de laquelle les données sont transférées à travers le support. Le support constitue potentiellement un environnement peu sûr pour les données. Les signaux sur le support peuvent subir une interférence, une distorsion ou une perte qui changerait significativement les valeurs de bits qu'ils représentent.
Le mécanisme de détection d'erreurs mis en œuvre par le champ de séquence de contrôle de trame détecte la plupart des erreurs survenant sur le support. Pour que le contenu de la trame reçue au niveau de la destination corresponde à celui de la trame ayant quitté le nœud source, un nœud de transmission crée un résumé logique du contenu de la trame. Ce résumé est appelé valeur de contrôle par redondance cyclique, CLRC. Cette valeur est placée dans le champ de séquence de contrôle de trame de la trame pour représenter le contenu de la trame. Lorsque la trame arrive au niveau du nœud de destination, le nœud de réception calcule son propre résumé logique, ou CRC, de la trame. Le nœud de réception compare les deux valeurs CLRC. Si les deux valeurs sont les mêmes, la trame est considérée comme arrivée telle que transmise. Si la valeur CRC du champ de séquence de contrôle de trame diffère de la valeur CRC calculée au niveau du nœud de réception, la trame est ignorée. Il existe toujours un faible risque qu'une trame présentant un résultat CRC correct soit en fait corrompue. Des erreurs de bits peuvent s'annuler les unes les autres lorsque la valeur CRC est calculée. Les protocoles de couche supérieure seraient alors requis pour détecter et corriger cette perte de données. Le protocole utilisé dans la couche liaison de données détermine si la correction d'erreur a lieu. Le champ de séquence de contrôle de trame permet de détecter l'erreur, mais tous les protocoles ne prennent pas en charge la correction d'erreur. Dans un réseau TCP/IP, tous les protocoles OSI de couche 2 opèrent avec le protocole IP au niveau de la couche OSI 3. Cependant, le véritable protocole de couche 2 utilisé dépend de la topologie logique du réseau et de la mise en œuvre de la couche physique. En raison du large éventail de supports physiques utilisés à travers l'ensemble des topologies de réseau, un nombre en conséquence élevé de protocoles de couche 2 est utilisé. Les protocoles abordés dans les cours CCNA incluent Ethernet, PPP, point-au-point protocole, HDLC, High Level Data Link Control, Frame Relay, ATM, Asynchronous Transfer Mode. Chaque protocole effectue un contrôle d'accès au support pour les topologies logiques de couche 2 spécifiées. Cela signifie que différents périphériques réseaux peuvent opérer comme des nœuds fonctionnant au niveau de la couche liaison de données lorsqu'ils mettent en œuvre ces protocoles. Ces périphériques incluent l'adaptateur réseau, ou les cartes réseau des ordinateurs, ainsi que les interfaces des routeurs, et les commutateurs de couche 2. Le protocole de couche 2 utilisé pour une topologie réseau spécifique dépend de la technologie mettant en œuvre cette topologie. La technologie dépend à son tour de la taille du réseau, définie par le nombre d'hôtes et l'étendue géographique, et des services à fournir sur le réseau. Technologie de réseau local. Un réseau local fait généralement appel à une technologie de bande passante élevée, pouvant prendre en charge de nombreux hôtes. Cette technologie est rentable en raison de l'étendue géographique relativement faible, un bâtiment ou un campus, des réseaux locaux et de leur densité élevée d'utilisateurs. Technologie de réseau étendu. Cependant, utiliser une technologie de bande passante élevée n'est généralement pas rentable dans le cas des réseaux étendus, couvrant de grandes étendues géographiques, par exemple, une ou plusieurs villes. La capacité de la bande passante est généralement moindre en raison du coût des liaisons physiques longues distances et de la technologie utilisée pour transporter les signaux à travers ces étendues. La différence de bande passante a normalement pour résultat l'utilisation de différents protocoles pour les réseaux locaux et les réseaux étendus. Protocole Ethernet pour les réseaux locaux. Ethernet est une famille de technologies de réseau définies par les normes EML 802.2 et 802.3. Les normes Ethernet définissent à la fois les protocoles de couche 2 et les technologies de couche 1. Ethernet est la technologie de réseau local la plus utilisée et prend en charge des bandes passantes de données de 10, 100, 1000 ou 10 000 Mbps. Le format de trame de base et les sous-couches IME des couches OSI 1 et 2 restent cohérents, quelle que soit la forme d'Ethernet. Cependant, les méthodes de détection et de classement des données sur les supports varient selon les mises en œuvre. Ethernet fournit un service non orienté connexion sans accusé de réception sur un support partagé en utilisant les méthodes CSMA, CD comme méthode d'accès au support. Le support partagé nécessite que l'entête de trame Ethernet utilise une adresse de couche liaison de données pour identifier les nœuds sources et de destination. Comme avec la plupart des protocoles de réseau local, cette adresse est nommée adresse MAC du nœud. Une adresse MAC Ethernet comporte 48 bits et est généralement représentée dans un format hexadécimal. La trame Ethernet comporte de nombreux champs, comme l'illustre la figure. Au niveau de la couche liaison de données,
La structure de trame est presque la même, pour toutes les vitesses Ethernet. Cependant, au niveau de la couche physique, différentes versions d'Ethernet placent les bits sur les supports différemment. Ethernet 2 est le format de trame Ethernet utilisé par les réseaux TCP/IP. Ethernet constitue une partie si importante des réseaux de données qu'il fait l'objet du protocole PPP. Protocole, pour les réseaux étendus, le protocole PPP est un protocole utilisé pour livrer des trames entre deux nœuds. Contrairement à de nombreux protocoles de couche liaison de données définis par des organismes d'ingénierie électrique, la norme PPP est définie par des RFC. Le protocole PPP a été développé en tant que protocole de réseau étendu, et demeure le protocole de choix pour mettre en œuvre de nombreux réseaux étendus série. Il peut être utilisé sur différents supports physiques, notamment les câbles aperteurs SAD, la fibre optique ou la transmission par satellite, ainsi que pour les connexions virtuelles. Le protocole PPP utilise une architecture multicouche. Pour prendre en compte les différents types de supports, le protocole PPP établit des connexions logiques, nommées sessions, entre deux nœuds. La session PPP masque au protocole PPP supérieur les supports physiques sous-jacents. Ces sessions fournissent également au protocole PPP une méthode permettant d'encapsuler plusieurs protocoles sur une liaison point à point. Chaque protocole encapsulé sur la liaison établit sa propre session PPP. Le protocole PPP permet également aux deux nœuds de négocier des options au sein de la session PPP. Ceci inclut l'authentification, la compression et les liaisons multiples, l'utilisation de plusieurs connexions physiques. Protocole sans fil pour les réseaux locaux. 802.11 est une extension des normes LME 802. Bien qu'elle utilise le même système d'adressage 802.2 LLC, et 48 bits que les autres réseaux locaux 802, il existe de nombreuses différences au niveau de la sous-couche MAC et de la couche physique. Un environnement sans fil doit faire l'objet de considérations spéciales. Il n'existe aucune connectivité physique définissable. Pour cette raison, les facteurs externes peuvent interférer avec le transfert des données, et le contrôle de l'accès est difficile. Pour répondre à ces défis, les normes sans fil comportent des contrôles supplémentaires. La norme LME 802.11, généralement nommée WiFi, est un système basé sur le conflit qui utilise un processus d'accès au support CSMA, SA, Quiescence Multiple Access, collision avoidance. CSMA, ça spécifie une procédure d'interruption aléatoire pour tous les nœuds qui attendent de transmettre des données. Le risque de conflit de support se pose surtout juste après que le support devienne disponible. La mise en retrait des nœuds pendant une période aléatoire réduit considérablement les risques de collision de données. Les réseaux 802.11 utilisent également les accusés de réception de liaison de données pour confirmer la bonne réception d'une trame. Si la station de travail d'envoi ne détecte pas la trame d'accusé de réception, car la trame de données d'origine, ou l'accusé de réception n'a pas été reçu intacte, la trame est retransmise. Cet accusé de réception explicite corrige les interférences et autres problèmes de transmission radio. Les autres services pris en charge par les réseaux 802.11 sont l'authentification, l'association, connectivité à un périphérique sans fil, et la confidentialité, chiffrement. Une trame 802.11 est décrite dans l'illustration. Elle comprend les champs suivants: version de protocole, version de la trame 802.11 utilisée. Type et sous-type, identifie une des trois fonctions et sous-fonctions de la trame: contrôle, données et gestion. VRDS, mis un octet dans les trames de données destinées au système de distribution périphérique de la structure sans fil. À partir de DS, mis un octet dans les trames de données quittant le système de distribution. Fragment supplémentaire, mis un octet pour les trames comportant un autre fragment. Réessayer, mis un octet si la trame est une retransmission d'une trame antérieure. Gestion de l'alimentation, mis un octet pour indiquer qu'un nœud sera en mode économie d'énergie. Données supplémentaires, mis un octet pour indiquer un nœud étant en mode économie d'énergie, que plus de trames sont mises en mémoire tampon pour ce nœud. Ouais, mis un octet si la trame contient des informations chiffrées ou à des fins de sécurité. Ordre, mis un octet dans une trame de type de données, qui utilise une classe de service strictement ordonnée, pas de réorganisation nécessaire. Durée, ID, selon le type de trame, indique le temps, en microsecondes, nécessaire pour transmettre la trame ou une identité d'association, ID, Association Identity, pour la station de travail ayant transmis la trame. DA,
adresse MAC du nœud de destination finale sur le réseau. SA, adresse MAC du nœud ayant établi la trame. RA, adresse MAC qui identifie le périphérique sans fil constituant le destinataire immédiat de la trame. TA, adresse MAC qui identifie le périphérique sans fil ayant transmis la trame. Numéro de séquence, indique le numéro de séquence attribué à la trame. Les trames retransmises sont identifiées par des numéros de séquence dupliqués. Numéro de fragment, indique le numéro de chaque fragment d'une trame. Corps de trame, contient les informations transportées, généralement, un paquet IP pour les trames de données. Séquence de contrôle de trame, FCS, contient un contrôle par redondance cyclique, CRC, 32 bits de la trame. Cheminement des données à travers interréseau. La figure de la page suivante représente un transfert de données simple, s'effectuant entre deux hôtes à travers un interréseau. La fonction de chaque couche pendant la communication est présentée. Cet exemple décrit une requête HTTP entre un client et un serveur. Afin que vous puissiez vous concentrer sur le processus de transfert de données, l'exemple ignore de nombreux éléments pouvant exister dans une transaction réelle. Chaque étape se concentre uniquement sur les éléments majeurs. Par exemple, de nombreuses parties des entêtes sont ignorées. Il est considéré que toutes les tables de routage ont convergé et que les tables ARP sont complètes. En outre, il est considéré qu'une session TCP est déjà établie entre le client et le serveur. La recherche DNS du serveur www est également supposée être déjà mise en mémoire cache au niveau du client. Dans la connexion de réseau étendue établie entre les deux routeurs, il est considéré que PPP a déjà établi un circuit physique et a établi une session PPP. À la page suivante, vous pourrez passer cette communication en revue pas à pas. Nous vous invitons à lire attentivement chaque explication et à étudier le fonctionnement des couches pour chaque périphérique.